Les Maliens vont célébrer désormais chaque année du 15 au 21 septembre la Semaine nationale de la réconciliation. La première édition a été lancée ce matin par le président de la transition. Au programme de cet événement, des activités éducatives, sportives, socioculturelles et de communication sur toute l'étendue du territoire. L'objectif est de renforcer la cohésion entre les citoyens. Dessert de la reine Elisabeth II de la Grande-Bretagne, le Premier ministre par intérim au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a signé ce matin le livre de condoléances. Le colonel Abdoulaye Mega a salué la mémoire de la reine qu'il croit profondément attachée à la résolution des problèmes de l'Afrique. Fin de formation pour les nouvelles recrues du centre de formation de la base 101 de Sénou et de ceux de Touganisso 1 et 2. Ils sont plus de 4000 éléments des forces armées de sécurité et disposent désormais de notions de base physique et intellectuelle indispensables à l'exercice de leurs fonctions. La chronique Un jour, une formule de ce jeudi s'intéresse au football qui est un facteur de fédération et de passion. Sori Ibrahim Keïta nous parle de l'histoire de ce sport très populaire dans ce journal. Le RTM vous remercie de votre fidélité. Bienvenue à la grande édition d'information. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a lancé ce matin au CICB la Semaine nationale de la réconciliation, une doléance des Maliens lors de la conférence d'entente nationale tenue en 2019. À partir de ce jeudi jusqu'au 21 septembre 2022 sont prévues des activités éducatives, sportives, socioculturelles et de communication sur toute l'étendue du territoire national. L'objectif est de mobiliser tous les Maliens autour des idéaux de paix, de cohésion, du pardon et du vivre ensemble. La semaine ainsi lancée est désormais instituée au Mali et sera organisée chaque année. Le thème de cette première édition est « Faisons de la diversité un atout pour la cohésion sociale au Mali ». Sira Batili nous fait revivre la cérémonie de lancement de la Semaine nationale de la réconciliation. L'appel de la nation Mali à ses fils pour la réconciliation, une semaine dédiée au vivre ensemble et à la cohésion sociale pour une paix durable. Le Mali en a fortement besoin pour faire face aux défis du moment et le ton est donné par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, concrétisation d'une doléance des Maliens lors de la conférence d'entente nationale en 2019. Et pour l'action, il faut une grande mobilisation et l'engagement de tout un chacun. L'objectif de ce grand événement consiste à mobiliser toutes les filles et tous les fils du Mali, de l'intérieur comme de l'extérieur, autour des idéaux de paix, de tolérance, de cohésion, de pardon, de vivre ensemble, de réconciliation et de devoir d'assistance mutuelle pour la stabilité de la nation malienne. Cette grande et vieille nation dont nous avons hérité de nos ancêtres, qui s'est construite au fil des ans et au prix de sacrifices, est le fruit de la rencontre entre plusieurs civilisations qui, à force de commerce, de guerre, d'alliances, ont fini par se retrouver autour des valeurs communes, d'institutions communes, de religions partagées, pour enfin bâtir une identité collective sans préjudice pour la particularité de chacune de ses composantes. Le ministre Ouagué est de préciser que la préservation de la paix passe par le maintien du dialogue au quotidien. Les concertations sont prônées à ce niveau puisqu'elles permettent de régler les différends. Son intervention a été précédée de celle des familles fondatrices de Bamako par la voix de leur griot. Un appel à l'union sacrée autour de la patrie pour ne pas laisser la place à la division. Unis, nous sommes plus forts, une conviction rappelée par ces familles qui ont fait des bénédictions pour le Mali. À ceux qui sont tombés pour sauver la patrie, le président de la transition a consacré le préambule de son discours de lancement en faisant observer une minute de silence en leur mémoire. Un geste plein de sens qui donne la voix pour rappeler tout d'abord l'intérêt d'une telle cérémonie. La cérémonie qui nous réunit ce matin est, à plus d'un titre, une lueur d'espoir pour le Mali dans sa démarche courageuse pour la réconciliation et la paix. Depuis une décennie, notre pays traverse une crise multiforme marquée par des conflits fratricides et dévastateurs qui n'ont eu de cesse à opposer familles, communautés et individus dans nos terroirs. Au fil de ce conflit, le tissu social s'est progressivement fragilisé
avec son corollaire de détérioration du vivre ensemble et du brassage culturel qui ont toujours caractérisé le Mali, berceau des grands empires. Il revient à l'ensemble du peuple malien de s'investir particulièrement à développer l'esprit de pardon et de réconciliation en se focalisant sur ce qui nous rapproche plutôt sur ce qui nous éloigne les uns des autres. Cette volonté a été traduite par les dispositions de la loi d'entente nationale à partir de laquelle nous avons pris l'arrêté numéro 2021-5480 MRPCN-SG du 27 décembre 2021 fixant la semaine allant du 15 au 21 septembre de chaque année comme semaine de la réconciliation nationale. Un rendez-vous annuel donc qui mettra le pardon au cœur de nos relations, tel inscrit dans nos valeurs sociétales. La semaine de la réconciliation est une recherche de solutions à l'interne aux problèmes nationaux. Face à la flambée de la violence sur fond d'actions malsaines orchestrées par des aventuriers décidés à compromettre par la discorde la stabilité de notre pays, il reste évident que votre tâche est ardue. Ardue, dis-je, mais pas impossible. Il vous faut donc sans relâche envisager des solutions innovantes à même d'obtenir l'adhésion des communautés. Une semaine comme celle que nous lançons en ce moment est une aubaine pour chasser les démons de la division et de la terreur afin que germent les perspectives de développement, facteurs d'épanouissement collectif. C'est donc dire que la Semaine nationale de la réconciliation est celle de toutes les Maliennes et de tous les Maliens sans distinction de localité. C'est la raison essentielle pour laquelle elle doit rayonner sur tout le pays. Pour ce rayonnement, le président de la transition a adressé un message particulier au mouvement signataire de l'accord pour la paix et la réconciliation. Je lance un appel solennel à nos frères des mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Le temps est venu de passer à l'union sacrée pour une nation et une armée refondée, bâtie sur la volonté commune de ses filles et fils de relever les défis qui sont les nôtres. Le temps est venu de faire le sacrifice des considérations subsidiaires au bénéfice de l'intérêt supérieur de nos populations et de notre patrie commune. Que chacun puise dans ses ressources les plus profondes afin d'avoir la force de pardonner aux autres à mesure de se faire pardonner. Car pardonner, c'est retrouver la paix intérieure. C'est tout simplement vivre en paix. Ensemble, nous ferons le Mali courant. Vive le Mali uni et prospère dans la paix. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Un espoir de refondation qui repose sur la réconciliation. La semaine du 15 au 21 septembre ainsi lancée sera marquée par des activités éducatives, sportives, socio-culturelles et celles de communication sur les questions de paix et de réconciliation. Les gouverneurs de région et les missions diplomatiques et consulaires mèneront des activités de leur choix selon le ministre de la Réconciliation, mais en lien avec le thème de cette première édition, à savoir « Faisons de la diversité » un atout pour la cohésion sociale au Mali. Et juste après la cérémonie, Sera Bachelet a approché quelques participants pour recueillir leurs avis sur l'utilité de la semaine et ce qu'ils pensent de la réconciliation. Ils sont chefs de quartier, femmes leaders, leaders de mouvements signataires pour la paix ou encore ceux d'associations de jeunes. Pour eux, nous devons chercher l'unité dans la diversité. Suivons. La nécessité absolue pour les Maliennes et les Maliens de se donner la main pour faire ce pays. Sinon pour refaire ce pays. Les autorités ont jugé bon et opportun, surtout de façon péremptoire, que l'ensemble des populations du Mali se donnent la main et conjuguent leurs efforts pour que le Mali puisse atteindre le niveau de crédit et de crédibilité auquel il a droit. Et je crois qu'aujourd'hui, le message du président a été encore davantage entendu. Nous avons salué l'initiative. Saluer également l'initiative du ministre de la Réconciliation nationale de la paix et de la cohésion pour appeler toujours les Maliens à faire la paix, à se donner la main, parce que le Mali, nous devons le concevoir comme un Mali un et indivisible, mais un Mali de tout le monde. Cette réunion, on en a besoin une semaine par an
pour que les Maliens se retrouvent d'une manière générale et se réconcilient. Parce que chaque fois qu'on se retrouve, chaque fois qu'on parle, on se rapproche davantage. Et le Mali étant un pays historique de grands empires, et en réalité, quand vous regardez tous ces empires datant, ont occupé le même espace que le Mali occupe aujourd'hui. Donc c'est les mêmes populations historiques et c'est les mêmes populations d'aujourd'hui contemporaines. Donc autant qu'on se retrouve, autant les problèmes vont se dissiper d'eux-mêmes. Vous pensez que les Maliens sont ensemble? Ça se concrétise par quoi? Bon, moi je pense que les Maliens sont ensemble et ça se concrétise parce que depuis que les mouvements ont signé les accords, il n'y a jamais eu d'attaque entre le mouvement et l'État. Ce qu'il y a aujourd'hui comme insécurité, ce n'est pas les mouvements. Les mouvements ne causent pas d'insécurité à la République parce qu'ils sont partie intégrante et ils ont reconnu encore la République et son intégrité territoriale. Cette réconciliation, elle passe par quoi selon vous? La réconciliation passe d'abord par le pardon et c'est ce qu'on a demandé. Et nous sommes un peuple qui a toujours vécu en parfaite harmonie, en parfaite symbiose depuis la nuit des temps et depuis le temps des grands empires. Et par les vicissitudes de la vie, il y a eu des conflits qui sont nés et c'est normal parce que nous sommes dans un environnement aussi qui évolue. Donc des conflits qui sont nés entre frères, entre parents, entre villages, entre communautés qui autrefois avaient les meilleurs rapports du monde. Donc il s'agit aujourd'hui de retourner à ces valeurs-là, de dialogue, de communication, de pardon, de cohésion, de solidarité et de partage. Parce qu'on partageait tous les moments les plus beaux de la vie, les moments les plus durs de la vie, on les partageait en parfaite cohésion et en parfaite harmonie. Donc aujourd'hui, nous devrons aller à ces valeurs-là pour réconcilier le peuple malien, un peuple meurtri par plus d'une dizaine de conflits. Donc intercommunautaire, intracommunautaire, avec l'intérieur, avec l'extérieur. Donc si déjà à l'intérieur, nous-mêmes, nous, Maliens, nous nous pardonnons, nous nous donnons les mains, je pense que de l'extérieur, on ne pourra plus, en tout cas, créer des obstacles entre nous-mêmes. Cette semaine de la réconciliation est la bienvenue parce que ça appelle toutes les composantes de la nation à se donner la main, du sud au nord, de l'est à l'ouest, sans aucune différenciation. Nous avons cette diversité culturelle qu'il faut respecter dans notre pays. Et cela passe par la paix. Si on dit paix, il faut qu'on se donne la main, qu'on se pardonne. Et depuis le début de la transition à maintenant, il y a eu cette cohésion sociale. Il y a eu cette cohésion interne des Maliens qui se lèvent d'une seule voix et qui disent que nous soutenons nos femmes. Parce que notre grand ennemi aujourd'hui, c'est le terrorisme. Si nous nous donnons la main à l'intérieur et à l'extérieur, ils seront combattus. Nous sommes de nature une société de pardon. Au vu de nos brassages culturels, les liens du cousinage à plaisanterie qui existent entre nous et aussi les liens de sang qui existent entre nos différentes ethnies. Au nom de tout cela, malgré la diversité culturelle, ethnique, nous sommes résolus derrière notre devise pour dire que nous sommes un peuple, un but, une foi. Donc le facteur de réconciliation, de façon innée, a été toujours un facteur dans la société malienne. Et nous devons tout simplement préserver ces facteurs et aussi les consolider à perpétuité. Et Dogon au sein d'une association, cela a quel sens? Le sens de pardon, le sens de l'union, de l'unité et de l'indivisibilité de nos communautés. Voilà, nous vous proposons, après ce journal, les temps forts du lancement officiel de cette semaine nationale de la réconciliation. Le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, a reçu cet après-midi en audience. Le comité du plaidoyer émerge et le cadre stratégique de la refondation de l'État. Le premier est venu remettre le document contenant les attentes et besoins de la société sur l'organisation de la démocratie au Mali. Avec le cadre stratégique sur la refondation de l'État, il a été question de la circulation officielle des travaux de synthèse des réformes de l'État et son plan d'action. Auparavant, le comité du plaidoyer émerge avait été reçu par le président du Conseil économique, social et culturel. Reportage Mamadou Fane.
La refondation de l'État au cœur de cette audience accordée par le Premier ministre par intérim au cadre stratégique de la refondation de l'État. Ce cadre était venu remettre la synthèse de ses travaux issus des recommandations du dialogue national. Cette remise marque aussi la circulation officielle du document et son plan d'action. Nous avons eu l'honneur cet après-midi de procéder à une remise officielle du document portant cadre stratégique de la refondation de l'État, assorti de ses plans d'action à M. le Premier ministre par intérim. Cela constitue le point de départ de la mise en route du cadre stratégique de la refondation de l'État. Cadre stratégique qui est en fait la traduction effective des recommandations des Assises nationales de la refondation en action gouvernementale, au nombre de 517 qui seront allègrement mises en œuvre pour justement satisfaire à ce devoir de redevabilité auquel le gouvernement s'est engagé vis-à-vis du peuple malien qui a pris part massivement aux Assises nationales de la refondation. Il y a un cadre institutionnel de pilotage qui a été mis en place au niveau du gouvernement, qui va donc prendre en main autour du Premier ministre dans ce qu'on appelle le Conseil d'orientation de la refondation de l'État, avec tous les ministres, ensuite qui se déclinera en comité de pilotage stratégique autour des 3 ministres de l'administration territoriale, chargé des réformes politiques institutionnelles et de la refondation de l'État, avec tous les secrétaires généraux des ministères concernés, mais également cela pourra être élargi aux forces vives, c'est-à-dire les partis politiques, les organisations de la société civile, les autres institutions, les syndicats, mais aussi les forces vives des collectivités territoriales dans les cercles, les régions, les communes. Le Premier ministre par intérim a ensuite reçu en audience le comité de plaidoyer en faveur des réformes politiques et institutionnelles, venu aussi remettre le document sur les besoins et les attentes des organisations de la société civile sur leurs besoins en démocratie. Nous sommes descendus dans les 761 collectivités territoriales du Mali pour prendre les attentes des Maliens et des Maliens, et les synthétiser et les faire remonter. Ce sont ces documents que nous venons de remettre cet après-midi au Premier ministre par intérim. Quelles sont les prochaines étapes? C'est les autres réformes, comme par exemple le référendum que nous devons tenir et les élections générales que nous devons tenir. Et qui parle d'élections, parle de réforme, de conquête et d'exercice du pouvoir politique. Ça veut dire qu'il y a des enjeux et des défis. Auparavant, ce comité avait été reçu par le président du Conseil économique et social pour la remise du même document. Les hôtes du président Katilé réaffirment à travers cette démarche leur volonté de soutenir les initiatives des autorités de la transition pour bâtir une nation forte. Le Premier ministre par intérim a, au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, signé ce matin le livre de condoléances ouvert suite au décès de la reine Elisabeth II. C'était dans la résidence de l'ambassadeur de Grande-Bretagne ici à Bamako. Le chef du gouvernement par intérim a salué la mémoire d'une femme d'État, selon ses mots, une dame profondément attachée à la résolution des problèmes du Royaume-Uni et des problèmes de l'Afrique. Mohamed Diarra. Les grandes douleurs sont muettes, disait le poète. Une triste réalité que vit aujourd'hui le Royaume-Uni avec la disparition de la reine Elisabeth II. Une douleur à laquelle compatit le peuple malien. Le Premier ministre, par intérim le colonel Abdoulaye Maïga, le cœur meurtri, arrive à la résidence de l'ambassadeur de Grande-Bretagne pour signer le livre de condoléances ouvert pour l'occasion. Cela dans un décor aux couleurs des photos de la souveraine et dans un silence de mort. Cette douloureuse circonstance, le gouvernement de la République du Mali, au nom du peuple malien, au nom de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, exprime ses condoléances les plus émues et sa profonde sympathie à Sa Majesté Charles III, au gouvernement ainsi qu'au peuple du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord.
L'humanité perd ainsi une icône de la paix et la stabilité. Le Mali retient de la reine ses qualités de femme d'État, œuvrant inlassablement pour la stabilité et la prospérité du Royaume-Uni, ainsi que son attachement à la résolution des problèmes auxquels l'Afrique est confrontée. Tout au long de son règne, elle a joué un rôle crucial en tant que figure fédératrice hautement respectée et attachante. Les obsèques de la reine Elisabeth II sont prévues pour ce lundi 19 septembre. Les autorités maliennes entendent dépêcher une équipe pour corroborer les bonnes relations entre notre pays et le Royaume-Uni. Le financement du plan d'action de la stratégie nationale de développement des exportations du Mali était au centre d'une journée d'information et de plaidoyer organisée par l'Agence pour la promotion des exportations du Mali sous l'égide du ministère en charge du commerce. La cérémonie était présidée par le Premier ministre par intérim. Des reportages de Alousseni Touré. Face à l'imminence de l'entrée en vigueur de la ZLECA, la zone de libre-échange du continent africain, nos pays se doivent de mieux organiser leurs exportations afin de tirer le meilleur de cette belle opportunité. Le Mali s'est engagé depuis plusieurs années dans cette démarche, dont l'aboutissement est la mise en place d'une stratégie nationale de développement des exportations du Mali. La présente journée vise à informer les acteurs afin qu'ils s'approprient et plaident en faveur d'un financement de la dite stratégie. La balance commerciale du Mali est chroniquement déficitaire. En vue de réduire ce déficit de la balance commerciale et dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de développement du commerce, PNDC, l'Agence pour la promotion des exportations du Mali, APEX Mali, sous l'égide du ministère de l'Industrie et du Commerce, a sollicité l'appui technique du Centre international du commerce qui nous a permis d'élaborer avec l'implication des acteurs concernés par le commerce extérieur la feuille de route pour le développement des exportations du Mali. La mise en œuvre de la stratégie incombe au ministère en charge du commerce à travers son bras séculier qu'est l'APEX. Ainsi, sur 113 actions envisagées par le plan d'action 2022-2025, l'APEX a été impliquée dans 89, et cela en dépit du double contexte sécuritaire et sanitaire. L'élaboration de cet important outil de développement des exportations, faut-il le rappeler, s'inscrivait dans les orientations de la politique nationale de développement du commerce. L'objectif est de tirer profit de l'appartenance du Mali à plusieurs unions économiques, douanières, ainsi que des préférences commerciales mises en place par certains pays partenaires. C'est pourquoi le gouvernement du Mali, en approuvant la stratégie nationale de développement des exportations, entend surmonter les difficultés identifiées et les défis liés aux crises multidimensionnelles à l'effet d'offrir des opportunités nouvelles et de développer des filières à fort potentiel d'exportation. Le chef du département estime également qu'au regard des efforts ainsi fournis, les exportations connaîtront une véritable diversification et aboutiront à des avantages comparatifs significatifs sur le marché unique africain. Éthique et déontologie du magistrat, quel impact dans la lutte contre la corruption? Tel est le thème de la 3e journée d'échange presse et justice dont les travaux se sont déroulés ce matin à la Maison de la Presse. Des intervenants du jour ressortent que la presse et la justice peuvent se donner la main dans la lutte contre la mauvaise gouvernance. Cette journée d'échange est organisée par la Maison de la Presse en partenariat avec le ministère de la Justice et la coopération canadienne. Le point avec Mamadi Koni. Le magistrat est l'un des acteurs clés de la lutte contre la corruption et la délinquance financière. La presse aussi par son rôle de veille et de sentinelle. À travers cette 3e édition de la journée d'échange presse et justice, il s'agit de débattre de l'éthique et de la déontologie du magistrat dans la lutte contre la corruption. Le Canada, l'un des partenaires de cette journée, salue les efforts consentis par le gouvernement. Cette journée d'échange qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le projet d'appui développement de la justice au Mali, dont le but est de renforcer la crédibilité, l'efficacité, l'accessibilité de la justice pour l'ensemble de la population du Mali. La thématique centrale de cette 3e journée éthique et déontologie du magistrat, quel impact dans la lutte contre la corruption, est un sujet d'actualité et de préoccupation nationale, si l'on tient compte de la profondeur et de la complexité du phénomène de la corruption.
L'échec des mesures qui ont été prises par les gouvernements successifs s'explique pour une large part par l'incohérence et l'inconstance des politiques publiques en la matière, ainsi que l'inefficacité et l'inadéquation du cadre juridique et institutionnel. À ces insuffisances, il faut ajouter l'inobservation des règles d'éthique et de déontologie dans la gestion des biens publics. Selon le ministre Kassougui, la lutte contre la corruption ne saurait être une réalité que lorsque les hommes chargés d'appliquer la loi exercent leurs fonctions dans la stricte observation des règles d'éthique et de déontologie qui encadrent cette profession. Il importe de rappeler que les détournements des deniers publics à flot, les missions de contrôle, d'inspection ou de vérification biaisées, les procédures judiciaires inefficaces, l'inexécution des décisions de justice en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, l'inapplication des textes en matière de sanctions disciplinaires ont fini par créer une certaine impunité et le sentiment d'impunité qu'il convient de combattre avec détermination et persévérance. Ce cadre d'échange est une initiative de la Maison de la Presse. Il vise à apporter une contribution positive à la réussite de la transition. La rencontre entre les acteurs de la justice et les acteurs des médias est une nécessité dans un pays à refonder. Et c'est la raison pour laquelle nous prenons encore l'engagement de tout mettre en œuvre pour accompagner et les ministères de la Justice et l'ensemble des départements ministériels pour la réalisation des objectifs qui se sont fixés pour la réussite de cette transition. La communication du jour est faite par l'ancien ministre de la Justice et membre du CNT, Ameïfoune Mahalmadan, avec comme modérateur Shahana Takiou, journaliste. Les 1154 recrues du centre de formation de la base 101 de Sénou viennent de boucler leur formation commune de base. Après plus de 5 mois d'initiation, ces recrues de l'armée, de la police, de la gendarmerie et de la protection civile disposent de notions de base physique et intellectuelle indispensables à l'exercice de leurs fonctions. Le soldat de 2e classe Lamissa Diamoutene s'est classé premier avec 18,90 de moyenne. Les temps forts de la cérémonie avec Abdoulaye Sakou. Se mettre au service de la République avec droiture et dignité. Les cœurs et les esprits à l'unisson, les recrues, désormais soldats de 2e classe, prêtent serment. Ils s'engagent ainsi à servir leur patrie partout où besoin se fera sentir. Vous venez de passer 5 mois dans le centre pour passer de la vie civile à la vie militaire. Son contenu est immense. De l'RSA à la tactique, de l'ISTC aux techniques de secourisme en hygiène, y compris de nombreuses conférences liées au droit humanitaire international, au travail. Au-delà de la formation, ce fut l'occasion de regrouper toutes les recrues de l'ensemble des forces de défense et de sécurité afin d'en faire une même famille au service de la patrie. Alors, ça a permis aussi en même temps de créer une cohésion entre ces recrues et un partage d'expérience pour les instructeurs de différents composants. Chers soldats de la première vague 2021, vous avez choisi d'embrasser le métier des armes. Comprenez que ce choix présente de grands défis dont certains sont dignes du sacrifice ultime. Au terme de cette formation commune de base, c'est Lamissa Diamoutene qui s'est classé major de la première vague 2021 avec 18,90 de moyenne. Je suis content, c'est de servir la nation avec l'honneur, loyauté et discrétion. Cette formation commune de base ainsi bouclée, les recrues, désormais soldats de 2e classe, vont rejoindre leurs différents corps d'origine pour des formations spécialisées. Et les nouvelles recrues des centres de formation de Touganiso 1 et 2 ont elles aussi bouclé leur formation de 6 mois. Au nombre de 3043, ces jeunes sont du contingent 2021, première vague des forces armées et de sécurité. Les détails avec Abdul Karim Kabar. Faire honneur au drapeau, à la nation et au peuple malien, ce sont des conseils prodigués aux jeunes soldats en fin de formation commune de base. Ils sont au total 3043 recrues du contingent 2021, première vague des forces armées maliennes de défense et de sécurité à prêter serment devant le drapeau. Ces 12 compagnies de Touganiso 1 et 2 sont des sapeurs-pompiers, des policiers et des éléments des forces de défense et de sécurité. Après 6 mois de formation en technique opérationnelle et physique, ces nouveaux éléments des forces armées maliennes de défense et de sécurité sont appelés à plus d'engagement et de discipline. Le caractère asymétrique des menaces auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui
associée à l'immensité du territoire national, impose aux forces de défense et de sécurité du Mali d'avoir des ressources humaines suffisantes et qualifiées dans le cadre d'un maillage complet du territoire national. C'est pourquoi les plus hautes autorités ont lancé une grande campagne de recrutement au sein des forces de défense et de sécurité du Mali. Le recrutement de ces contingents fameux de la police et de la protection civile en est la parfaite illustration de la volonté claire de nos autorités quant à la réponse à apporter au terrorisme. Je suis très honorée de participer à la sortie des recrues de l'année 2021 qui honore nos forces de défense et de sécurité. Cette cérémonie démontre l'engagement et la détermination de nos plus hautes autorités, plus particulièrement l'engagement du libérateur, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, et à rendre un Mali plus sécurisé, plus libéré, plus prospère. Les chants et les défilés, surtout celui des sportifs, ont émerveillé plus d'un. Signalons que cette formation a pour but d'inculquer aux soldats les valeurs de la vie des porteurs d'uniforme. Environ 120 millions de francs CFA, c'est le coût du matériel informatique offert à l'URTM par la Société Global Service SARL. L'équipement comprend des ordinateurs bureautiques et portables, des onduleurs, une photocopieuse. Le lot qui a été remis à la direction générale de l'URTM va permettre de renforcer les capacités opérationnelles de la structure, nous dit Batraouri. La société Global Service SARL est le nouveau partenaire qui appuie l'ORTM par la remise d'un important lot de matériel informatique. Le don comprend entre autres 18 ordinateurs de bureau, 9 ordinateurs portables, 18 onduleurs, 7 disques durs de grande capacité, une photocopieuse multimédia et une caméra. Nous nous plions à une tradition et c'est une initiative de notre directeur général, Cheikh Fanamadi Sanogo, qui a eu l'idée d'accompagner l'ORTM dans la tâche quotidienne qu'elle mène, à savoir la passion du service public. La valeur globale des équipements offerts ici aujourd'hui à l'ORTM s'évalue à peu près à plus de 120 millions de francs. De quoi réjouir le directeur général de l'ORTM, Hassan Baba Diombele, qui voit les capacités opérationnelles de son service renforcées en cette veille de la fête d'indépendance du Mali. Des équipements informatiques de dernière génération qui vont nous servir bien évidemment ici à Bozola, mais pour l'ensemble des stations radio-TV de l'ORTM sur le territoire. Donc c'est vraiment lieu pour moi de remercier très vivement cette société que nous allons accompagner ici à l'ORTM comme il se doit, mais de profiter de l'occasion encore une fois pour saluer vivement les autorités de la transition, le président de la transition et notre chef de département, notamment le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Ça va nous aider beaucoup dans le travail que nous faisons au quotidien. Si vous voyez les bancs de montage que nous avons ici dans les salles à l'ORTM, c'est des bancs de montage qui existent déjà plus de 10 ans, qui sont amortis pratiquement. Et très souvent, je disais, quand on a fait un peu le tour, souvent, quand on a de petits soucis techniques au niveau de la diffusion, les gens pensent que bon, l'ORTM a repris. En réalité, c'est des matériels qui se plantent. Selon le directeur général, la même société avait déjà fait don à l'ORTM des lots de matériel bureautique d'une valeur d'environ 30 millions de francs CFA. Le Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ a tenu ce jeudi la 25e session ordinaire de son conseil d'administration. Au cours de cette session, les administrateurs ont mis un accent particulier sur le ballet malien et le bâtiment national, ainsi que le renforcement des équipements techniques dans les salles. Compte rendu Fantama Maniantao. Le budget prévisionnel de l'exercice 2022 du Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ se chiffre en recettes et en dépenses à la somme de plus de 294 millions de francs CFA, soit une diminution de 67,79%. La direction du Palais de la Culture a mis en place la formation nationale du ballet malien et le bâtiment national et renforcé les équipements techniques dans les salles. À ceci s'ajoute l'aménagement de la berge malgré la crise économique qui traverse le pays. L'information a été donnée au cours de cette 25e session du conseil d'administration de la structure. La 25e session est consacrée à l'évaluation à mi-parcours.
C'est pour évaluer si on a eu à mener des activités déjà prévues. Malgré le gel des budgets, ce qui est spécifique au palais, ça c'est les formations nationales. Il s'agit de l'ensemble instrumental, il s'agit du bâtiment national, il s'agit du koteba national, il s'agit du ballet. Le ministère en charge de la culture confirme que le pays est confronté à d'énormes difficultés à cause des différentes crises. Mais cet état de fait ne doit pas être une raison pour baisser les bras. C'est dans cette optique que les plus hautes autorités sont en train d'œuvrer pour donner une belle image au Mali souverain, libre, prospère, où il fera bon vivre ensemble autour des valeurs sociétales. Rappelons que le Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ est l'une des plus grandes structures de création et de diffusion des œuvres artistiques et culturelles maliennes, voire africaines. Il doit se donner les moyens pour répondre qualitativement à la demande des usagers. Atelier de validation du recueil annoté des instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux pour renforcer la lutte contre les violences basées sur le genre. Le document permettra à CAEB, Conseil et appui pour l'éducation de base, et ses partenaires de promouvoir la santé sexuelle et reproductive. Valentin Roger Diallo. Le Mali ne dispose pas à ce jour de loi contre la pratique de l'excision. Toutefois, des instruments juridiques existent. CAEB, Conseil et appui pour l'éducation de base, en partenariat avec le Royaume des Pays-Bas, a donc élaboré un recueil de textes juridiques comprenant des instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux. Recueil annoté de 79 pages qui doit être validé et mis à la disposition des acteurs de la chaîne pénale. Ce document permettra aussi de faire la promotion de la santé sexuelle et reproductive dans certaines régions. Nous nous sommes regroupés autour de cette initiative depuis plus de 6 ans. Nous avons entamé un processus avec plusieurs acteurs pour pouvoir développer, rassembler beaucoup d'informations pour pouvoir mettre en place ce document. Selon CAEB, au moins 45% des femmes âgées de 15 à 49 ans ont subi des actes de violation physique ou sexuelle dans notre pays. Ce document vient donc à point nommé. C'est une très bonne initiative parce que ça servira de base pour les différents acteurs pour voir comment est-ce qu'on peut faire face à telle ou telle situation qui sont posées concrètement sur le terrain. Connaissant bien la qualité, l'expérience et l'engagement du consultant qui a fait le travail, je vous rassure que le ministre vous donne la garantie de faire bon usage de ce recueil. Au cours de l'atelier, les participants sont invités à une analyse minutieuse du recueil afin de l'améliorer et le mettre à la disposition de la justice. Et on en vient au point Covid. Ce 15 septembre 2022, les services de santé ont enregistré 55 cas positifs sur 848 tests réalisés, 38 patients guéris, 0 décès. Actuellement, 509 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Agriculture, la campagne agricole dans le district de Bamako promet cette année. C'est du moins le constat fait par une équipe de supervision dirigée par le directeur national de l'agriculture. Cette équipe a visité les périmètres de l'OPIB, Office de périmètre irrigué de Baguinida, et les champs de riz de certains producteurs modèles à Kassela. L'objectif était de pouvoir se rendre compte au plus près de leurs préoccupations et aussi leur prodiguer des conseils. Le récit de nos envoyés spéciaux Modibo Marikou et Tchède Kamara. Fier à lui pour l'Irinérika déjà à maturité à Kassela dans les champs de Yakamara et dans un peu moins d'un mois aussi dans les espaces rizicoles de l'office du périmètre irrigué de Baguinda, certains producteurs pourront aussi procéder à la récolte. Même posture optimiste pour ce qui concerne les autres spéculations comme les maïs, les haricots, j'en passe. À Bamako, la campagne agricole s'annonce sous de bons auspices, même si pour autant des problèmes de début de campagne présageaient tout autre chose. Un constat prometteur. Parce que bien vrai que l'engrais subventionné a un peu manqué et à temps, mais le district de Bamako a eu la faveur d'avoir l'engrais subventionné en fumier organique à temps. Donc quelque chose de malheur est bon. Les paysans, dans l'esprit de ne pas vraiment avoir l'engrais minéral, se sont vraiment portés sur l'engrais organique. Et on avait suffisamment la quantité qui nous a été attribuée, soit 3368 tonnes. La capacité de résilience des producteurs de Bamako est donc à l'origine de cet espoir qui pointe à l'horizon une capacité qui a aussi bénéficié de l'accompagnement non négligeable des services techniques de l'État. Globalement, on voit que l'état des cultures est bon dans l'ensemble.
à la faveur de la bonne pluviométrie. Concernant les réalisations en emblavure, les taux varient de 80 jusqu'à 99% en fonction des types de cultures. Et avec mention spéciale au niveau du périmètre de Baginda, ou avec le riz maîtrise totale de l'eau, le niveau de réalisation en superficie a atteint 99,99%, ce qui est pratiquement 100%. Cette année, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts en fixant le prix du sac de 50 kg à 2500 francs, contre 3750 francs les années antérieures. Donc ça, c'est un effort très important qui permet vraiment aux producteurs d'avoir l'engrais organique industriel et d'apporter dans les champs pour pouvoir contribuer à maintenir leur production. À Kassela, tout comme à Baginda, les producteurs périurbains de Bamako comptent prendre toute leur part dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, même si pour cela, ils auront besoin d'un coup de pouce du ciel, et cela au moins jusqu'à la fin de ce mois par endroit. Et nous recevons sur ce plateau le ministre porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, vous avez un communiqué important du gouvernement par rapport à la situation des militaires ivoiriens détenus au Mali. Merci infiniment. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de délivrer le communiqué numéro 38 du gouvernement de transition, communiqué dont la teneur suit. Le gouvernement de la transition a suivi avec une très grande préoccupation et une profonde stupéfaction le communiqué du Conseil national de sécurité de la Côte d'Ivoire tenu le mercredi 14 septembre 2022 au sujet des 49 soldats ivoiriens arrêtés à l'aéroport international président Modibo Keïta Bamako Sénou le 10 juillet 2022 et contre lesquels la justice malienne a ouvert une procédure d'information judiciaire pour des faits graves touchant entre autres à la sécurité nationale et à la sûreté extérieure de l'État. Le gouvernement de la transition rappelle à l'opinion publique nationale et internationale que par communiqué numéro 034 du 11 juillet 2022, il a expliqué en détail les conditions illégales dans lesquelles ces forces étrangères, dont une trentaine de forces spéciales, sont arrivées au Mali en possession d'armes et de munitions de guerre, sans ordre de mission ni autorisation, tout en dissimulant les identités et leur profession réelle de militaires, ainsi que l'objet précis de leur présence sur le sol malien. En outre, contrairement à la déclaration des autorités ivoiriennes, la MINUSMA, officiellement saisie du statut de ces militaires par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, avait clairement indiqué dans sa note verbale référencée MINUSMA bar PROT bar NV bar 226 bar 2022 du 27 juillet 2022 que ces soldats ne faisaient pas partie des éléments nationaux de soutien. Par conséquent, aucune base légale ne saurait à présent justifier ni leur présence, encore moins leur mission au Mali. De même, le directeur en charge des questions africaines au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a reçu en audience le lundi 7 août 2022 le directeur en charge des questions africaines au ministère des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne. Ce dernier avait clairement indiqué qu'aucune agence allemande, encore moins le gouvernement, n'avait de lien contractuel avec les éléments ivoiriens arrêtés à l'aéroport. Par conséquent, son pays n'avait rien à voir, ni de près, ni de loin, avec ces personnes arrêtées. Malgré la gravité des faits qui entourent cette affaire, le Mali a bien voulu accompagner les efforts de médiation de la République togolaise, unique cadre de règlement du dossier des 49 mercenaires ivoiriens. Dans le communiqué du Conseil national de sécurité du 14 septembre 2022, le gouvernement ivoirien insiste sur son innocence et celle des 49 militaires arrêtés. En conséquence,
le gouvernement de transition note avec une profonde stupéfaction que le gouvernement ivoirien vient de se dédire en l'espace de 11 jours. En effet, il a reconnu sa responsabilité dans sa déclaration officielle lue par le ministre directeur de cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire, M. Fidel Sarasoro, le 3 septembre 2022, à Lomé, en ces termes, je cite, « La Côte d'Ivoire déplore que des manquements et des incompréhensions aient été à l'origine de cet événement fortement regrettable. La Côte d'Ivoire, soucieuse de maintenir des relations de bon voisinage avec le Mali, s'engage à respecter les procédures des Nations Unies ainsi que les nouvelles règles et dispositions maliennes édictées relatives au déploiement des forces militaires au Mali. » Fin de citation. Un tel revirement grave de la part d'autorités étatiques ne vise qu'à manipuler et à entraver la manifestation de la vérité. Je répète, un tel revirement grave de la part d'autorités étatiques ne vise qu'à manipuler et à entraver la manifestation de la vérité. Je répète pour une dernière fois, un tel revirement grave de la part d'autorités étatiques ne vise qu'à manipuler et à entraver la manifestation de la vérité. Animé d'une volonté d'adversité, le gouvernement ivoirien accuse le Mali d'avoir pris en otage les militaires ivoiriens en faisant fi des conditions obscures et des manquements ayant entraîné l'inculpation par la justice malienne des 49 mercenaires ivoiriens. Le gouvernement de la transition souligne que c'est exclusivement en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature que le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, a indiqué à la partie ivoirienne la nécessité de considérer la situation de certains Maliens objet de mandats d'arrêt internationaux. C'est cette attitude responsable du président de la transition qui a été malheureusement perçue par les autorités ivoiriennes comme une prise d'otage. À la décision du gouvernement ivoirien d'avoir transformé un dossier judiciaire en une crise diplomatique et par conséquent de saisir la CEDEAO, le gouvernement de la transition souligne qu'il n'est nullement concerné par cette procédure devant l'instance communautaire. Aussi, il indique à la CEDEAO que l'affaire des 49 mercenaires ivoiriens est purement judiciaire et bilatérale. Il met en garde contre toute instrumentalisation de la CEDEAO par les autorités ivoiriennes pour se soustraire de leurs responsabilités vis-à-vis du Mali. Le gouvernement de la transition, tout en réitérant son attachement à la paix, à la sécurité et aux relations séculaires de bon voisinage, précise que pour le respect de sa souveraineté, sa sécurité nationale et aux intérêts vitaux de son peuple, il ne cédera à aucun chantage ou intimidation. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Fait à Bamako le 15 septembre 2022. Merci de votre très aimable attention. Merci, Monsieur le ministre. Et nous poursuivons ce journal avec cette visite du gouverneur de la région de Koulikoro qui s'est rendu dans le champ de la mine Koulibaly à Manabougou dans la commune rurale de Tienfala. Cette exploitation agricole de 5 hectares et demi est une véritable réussite. Le propriétaire de la mine Koulibaly a fait usage exclusif d'engrais organiques dans son champ de sorgho et de mil. Ces engrais organiques sont peu coûteux et rentables. Boubacar Sissoko et Salif Maïga de l'ORTM Koulikoro étaient de la visite. Qui ne se réjouirait pas d'avoir une exploitation agricole comme celle de la mine Koulibaly, cultivateur à Manabougou dans la commune de Tienfala, sur l'axe Bamako-Koulikoro à 23 km de Koulikoro. L'état végétatif du champ est une parfaite illustration. Le gouverneur de la région de Koulikoro s'est dit satisfait du champ et du déroulement de la campagne agricole de cette année dans sa circonscription administrative. Je suis particulièrement touché par cette œuvre
de Lamine Coulibaly. Ce qu'il faut retenir, cette année, la campagne agricole se déroule dans des conditions socio-économiques particulières. Au niveau de la région de Koulikoro, cette campagne se déroule normalement. Les 5 hectares et demi de Lamine Coulibaly se répartissent comme suit. 3,5 de maïs conventionnel et 2 de sorgho, une variété créée par l'IR. 3 facteurs ont donc concouru à la réussite du champ. Nous avons bien entretenu les champs. Les fertilisants qu'on a utilisés sont les engrais organiques de chez nous, notamment les fumées et autres, les fientes de poulet. Nous travaillons sous l'encadrement des techniciens de l'agriculture qui nous conseillent et nous forment sur les techniques culturelles adaptées. Le producteur Lamine Coulibaly s'attend à de belles récoltes. Le spécialiste prévoit à l'hectare 2 à 3 tonnes selon les spéculations. Quand on a senti en tout cas les difficultés d'approvisionnement des producteurs en engrais minéral, donc nous avons constitué beaucoup de sensibilisation autour de l'utilisation de l'engrais organique. Donc c'est des gens qui ont volontairement adhéré. Ils ont compris que en tout cas l'engrais organique peut aussi substituer à l'engrais chimique. C'est une variété qui a un haut rendement. Le chef de l'exécutif régional n'a pas manqué de lancer un appel pressant aux producteurs agricoles de la région. Grâce à la détermination de la direction régionale de l'agriculture, de la Chambre régionale de l'agriculture et l'ensemble des acteurs, il y a eu des campagnes de sensibilisation, d'utilisation de l'engrais organique, qui est constitué comme palliatif aux insuffisances des engrais chimiques. Ce champ modèle de la famille Coulibaly de Manabougou doit inspirer nos agriculteurs à s'orienter davantage vers l'usage exclusif des engrais organiques de chez nous pour la promotion des cultures biologiques. La région de Koutiala compte 7 secteurs sur 10 de la filiale nord-est de la CMDT. Dans ces secteurs, le processus d'élection des membres des organes de gestion, d'administration et de contrôle des sociétés coopératives cotonnières se déroule dans les règles de l'art électoral. C'est le constat fait par le chef de l'exécutif régional, le général Abdoulaye Sissé, qui a sillonné les bureaux de vote de Zébala, Koutiala et Molobala. Brahima Kouni. Le constat est que tout se passe très bien. Tout se passe très bien. Les 3 bureaux qu'on a visités, d'abord il y a de l'affluence et les choses se passent calmement, dans la sérénité et dans le plus grand respect. Ça a bien démarré. Je voudrais que ça continue dans le même calme et dans la même discipline et que le maire gagne. Le calme commence d'abord par les paysans. Et si ce vote-là se passe bien, on peut se taper la poitrine pour dire réellement que les autres élections à venir seront bien tenues. Donc le message profond que j'ai à lancer, ça ne peut être que la continuation du message du président. Le président, lors de son passage, il a souhaité que les paysans s'entendent. Les paysans, quand ils vont s'entendre, on fera de bonnes récoltes. Et quand on fera de bonnes récoltes, c'est l'autosuffisance qui sera assurée. Le football, facteur de fédération populaire, mais aussi de passion, quelquefois tragique, très connu et répandu comme sport dans le monde, il fédère et éteint bien des conflits latents ou les mains sous-veilleuses. Mais quelle est son histoire? Dans quelles circonstances il a vu le jour? La chronique Un jour, une formule de ce jeudi s'y intéresse. Sori Ibrahim Keita. Dans les épopées sportives collectives les mieux partagées, le football serait né en Angleterre. Eh bien, détrompez-vous, ce sera plutôt en Chine. Le football est d'origine chinoise. Ça a commencé en Chine depuis dans les années 2500 ans avant Jésus-Christ. On l'appelait Tsu. Bon, c'est le nom chinois, TSU, et Chu, CHU. Donc Tsu, ça veut dire quoi? C'est Tsu, TSU, ça veut dire jouer au ballon. Jouer au ballon, taper dans le ballon. Et Chou, ça définit le ballon. Et le ballon qui était fait de matière bourrée. Bien avant, peut-être un peu avant ça, on le pratiquait étant sur le cheval. Donc c'est sur le cheval qu'on pratiquait, on avait le bâton, on poussait le ballon par terre et il n'y avait pas de but, il n'y avait pas de gagnant. C'était pour distraire les gens, les richissismes.
donc les gens qui avaient les moyens, etc. Donc c'était un moyen de plaisir pour eux. Bon, donc par le biais des temps, ça s'est modernisé, c'est allé de continent en continent, et jusqu'à ce que ça a embrasé. D'abord, il faut commencer par l'Angleterre, mais un peu avant l'Angleterre, c'est revenu en France sous la forme soul. De la pesanteur, ou encore Chomsky qui a inventé la théorie de l'arbre binaire. Cependant, sans l'anglais Ebenezer Morley, n'auraient peut-être pas existé les Pelé, Maradona, Messi, Salif Keita et autres Ronaldo comme vedettes. Car c'est lui qui a codifié le football moderne avec des règles nouvelles, un 26 octobre 1863, devenant le père, s'il y en a un, du football tel qu'on connaît aujourd'hui. Quand on mettait les lois du jeu, il y a 3 lois qu'on a mis en place. Il y avait le hors-jeu, il fallait limiter le terrain, et il y avait, si vous voulez, le nombre de joueurs qu'il fallait. C'était les 3 lois qui étaient en ce moment édictées par l'Angleterre. Et par la suite, l'Angleterre a mis une coupe en jeu qu'on appelait la Coupe de l'Angleterre. Dans un premier temps, on a voulu en faire un élément de politique, mais après on a vu que l'engouement était tellement fort qu'il fallait intéresser. Donc c'était une activité pour les patrons, pour les riches. Donc pour les patrons, on a essayé de le ramener dans les industries pour essayer de calmer les travailleurs, et on a vu que ça ne pouvait pas s'arrêter à ce niveau, donc on l'a étendu. Sinon on appelait le sport des patrons, le sport des rois. Et par la suite, maintenant, on a intéressé les entreprises, les transporteurs, etc. Et tout le monde est venu là-dedans. Donc ça fait un embrasement total. Et finalement, on était obligé de libérer le football. Et ça a pris la dimension que ça a aujourd'hui. Ainsi, la FIFA préside la discipline au niveau mondial. Et l'IFAB, le gardien des lois de jeu. Et bonjour l'ère moderne du football caméléon, changeant de règles au gré des intérêts vacillants, des mains souvent invisibles. C'est un facteur de rapprochement des peuples. Donc le football est fait pour rapprocher les peuples. C'est pour ça qu'il n'y a pas de politique dans la FIFA. Il y a pas de politique. Dans aucun texte de la FIFA, on ne parle de politique. Donc c'est un facteur de rapprochement du peuple. C'est comme ça qu'il faut comprendre le football. Les médias sont un facteur très important, l'Internet, les médias, les journalistes, etc. Donc les facteurs exogènes sont venus s'ajouter aux facteurs endogènes. Et ça a créé beaucoup d'engouement. Et c'est ce qui fait que maintenant les joueurs sont payés à des montants faramineux. Personne ne peut s'imaginer parce qu'il y a beaucoup d'acteurs en jeu. Facteur fédérateur, le football dresse aussi des passions qui commencent à nous faire peur. Saura-t-on remettre les pendules à l'heure des objectifs originels des initiateurs? Le plus tôt sera le mieux. Football toujours, Super Coupe Assimi Goïta, l'équipe de Bamako et celle de Mopti s'y sont qualifiées pour la finale hier mercredi à l'issue des demi-finales. Elles ont battu l'équipe du CNT et celle du gouvernement 2-1 et 4-2. Les organisateurs ont saisi l'opportunité pour offrir des maillots aux 2 équipes finalistes. Bouraïma Diallo. Les spectateurs du stade Mamadou Konaté ont eu droit à un beau spectacle à l'occasion des demi-finales de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta. La première affiche a opposé l'équipe du CNT en jaune et celle de Bamako. Avec la ferme intention de se hisser en finale, les 2 équipes se sont livrées une bataille sans merci. Malgré les belles initiatives de part et d'autre, en première période, l'arbitre renvoie les 22 acteurs au vestiaire sur un score de 0-0. Les 4 changements effectués par l'entraîneur de Bamako au début de la seconde période ont immédiatement porté fruit car l'équipe de la capitale ouvre le score à la 50e minute grâce à une réalisation d'Ibrahima Silla. Après, les Bamakois poussent et font le break à la 54e minute par le même Ibrahim Silla qui signe du coup son doublé de la soirée. Piqué dans son orgueil, les jeunes du CNT réagissent et réduisent la marque à la 72e minute par l'entremise de Lassana Nyakati. Dans la foulée de cette réduction, la rencontre s'emballe, mais rien ne sera marqué jusqu'à la fin. Ce score de 2-1 est suffisant pour l'équipe de Bamako pour obtenir son ticket pour la finale. Je tiens à féliciter mes joueurs
Vraiment, ils ont mouillé le maillot. Vous-même, vous avez vu, ce n'était pas un match facile. Un match de coupe, surtout la demi-finale, ce n'était pas facile. Donc, je tiens à les féliciter. Le football, c'est souvent comme ça. On n'a pas aussi démérité. Sauf qu'on a eu des situations qu'on n'a pas pu concrétiser. Et ça fait partie aussi du football, quoi. La seconde affiche de la soirée a vu la victoire de l'équipe de Moti devant celle du gouvernement 4-2. En deuxième mi-temps, on n'a pas été trop concentré face à l'adversaire parce qu'une première période qu'on fait 3-2, il faut s'attendre à une attaque très très offensive de ces gars-là. Donc on a payé cachet face au manque de concentration. Dans le groupe, nous sommes soudés. Avant qu'on vienne, on a travaillé. Je suis allé avec des principes. J'ai pris les plus disciplinés, les plus techniques, les plus tactiques. C'est sur des bases que j'ai fait la sélection. Comme je l'ai dit depuis le départ, je ne suis pas venu en touriste à Bamako. Mon objectif, c'est de venir gagner la coupe. Juste après les demi-finales, les organisateurs ont offert des maillots aux deux équipes finalistes, à l'ORTM et à l'équipe mixte gouvernement CNT. Les organisateurs ont saisi l'occasion pour exhorter les deux équipes à conserver l'esprit de la compétition qui est la cohésion et le vivre ensemble entre les Maliens. Et nous remercions le président de la transition, son excellent président Assimi Goïta, qui a bien voulu parrainer cette coupe et donner son nom et mettre un trophée pour la jeunesse, pour que la jeunesse puisse trouver une activité saine, récréative, une activité de cohésion qui va permettre de renforcer l'entente et le vivre ensemble. Il n'y a pas de vainqueur ni de vaincu dans cette compétition de Supercoupe Colonel Assimi Goïta. C'est la jeunesse malienne qui gagne et c'est le Mali qui gagnera. La finale, c'est ce vendredi au stade Mamadou Konaté à partir de 16h. Et c'est la fin de cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Retrouvez demain 20h. Fousseni Tungara, merci.